on va vers un monde ou vers une perception du monde où il devient essentiel de ne plus faire de séparation entre la santé environnementale et notre santé humaine. C'est-à-dire que le lien, il est immédiat ou quasi immédiat, il est direct. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui enchantent le monde, leurs équipes, leurs clients et leurs activités. Je m'appelle Emmanuel Le Saint, je suis consultant en entreprise et je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Dans ce podcast, je discute avec des dirigeantes et des dirigeants qui distillent cette magie à leur façon pour booster la satisfaction de leurs clients, la motivation de leurs collaborateurs et bien sûr leur activité. Aujourd'hui, je suis à Sallertaine par une belle journée de printemps où on entend les oiseaux. Et je suis avec Luc André qui dirige la Route du Sel, une entreprise qui fait découvrir le Marais toute l'année en canoë, à pied ou à vélo. Quel que soit le sujet, relations clients, management, développement d'activité, environnement, ils cherchent toujours à comprendre l'autre et à élargir la conscience pour mieux avancer ensemble. Alors on a parlé bien sûr de l'environnement puisqu'ils travaillent dans la nature et qu'ils la voient tous les jours, de l'importance de savoir s'adapter dans un monde où on essaye de tout contrôler et du besoin de mettre de la souplesse et du dialogue dans la réglementation. Allez, voici Luc André, dirigeant de la Route du Sel. Bonjour Luc. Bonjour. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui donc à Sallertaine avec un très beau ciel. Beau ciel bleu. C'est vrai, c'est les cadeaux du mois d'avril, c'est l'alternance entre des moments froids et bien dégagés, des moments un peu plus pluvieux et un peu troublés comme ça, mais là c'est très dégagé aujourd'hui. Ouais, on a de la chance, on est dehors. Et on est à la Route du Sel. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter et puis nous expliquer ce que c'est la Route du Sel ? Eh ben, pour me présenter, Luc, j'ai 61 ans dans quelques semaines et je gère la Route du Sel depuis 2009. Auparavant, avec un parcours de charpentier de navire et puis d'éducateur sportif, plus dans le monde du char à voile et de la voile. Et t'es arrivé en Vendée dans les années 80 ? Je suis arrivé en 80, j'arrive de Lorraine, de Moselle précisément. J'ai grandi à Metz. Et à Metz, j'ai eu des activités nautiques, de canoë, de voile également, mais surtout mes vacances de gamin, je les ai passées en Bretagne Nord. Et c'est là que, dans mon adolescence, j'ai côtoyé un petit charpentier de marine qui travaillait avec 3 outils sur une plage. Et ça a été un déclic sur ce qui a été mon choix professionnel, mon premier choix professionnel à 17 ans. Et donc, tu es arrivé en Vendée pour apprendre ça ? Ça a été mon premier métier, effectivement. Je suis arrivé à Saint-Hilaire-de-Riez, sur le chantier naval Cadou, un petit chantier avec Maurice Cadou, son fils Johnny et ma pomme en tant qu'apprenti. Et là, j'ai appris vraiment des choses très fondamentales dans vraiment le sens du travail bien fait. Enfin, j'ai eu beaucoup de cadeaux à ce moment-là. Oui. Ah, c'est chouette. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la Route du Sel et des activités que vous proposez ? Alors la Route du Sel, c'est une histoire déjà ancienne. C'est vraiment l'intention de faire découvrir le coin, de faire découvrir le Marais. Aujourd'hui, de faire aussi un peu découvrir le bocage parce que on n'est pas que en canoë, on se déplace de façon douce, canoë, vélo, pédestre. Mais au-delà du canoë, oui, le vélo permet aussi de quitter le bord de l'eau, d'aller un peu dans le bocage, d'aller côtoyer les points d'altitude à plus de 30 mètres d'altitude à côté de nous, donc c'est des endroits un peu incroyables. C'est vraiment l'intention d'une découverte historique, d'une découverte environnementale, de la découverte de gens aussi du Marais et du coin au travers des balades qui sont proposées. Tu as aussi un mandat à la CPAM. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste ? Effectivement, alors ça c'est aussi une expérience tout à fait intéressante. En tant qu'entreprise, j'adhère à la Confédération des petites et moyennes entreprises et comme bien souvent quand on adhère à une organisation, dès qu'on y entre, on nous demande de prendre part à des travaux, de éventuellement prendre des mandats en charge. Et j'ai été très vite proposé pour intégrer le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Ça fait maintenant 14 ans et j'y ai pris
beaucoup d'intérêt à la fois sur le travail que nous pouvons faire en tant que conseillers sur l'action sanitaire et sociale, mais aussi dans les négociations avec les différentes professions de santé et qui tournent autour de la santé, notamment les transporteurs sanitaires. C'est vraiment une expérience qui donne à voir vraiment l'autre côté du miroir et de voir effectivement le cœur du fonctionnement. Et l'intérêt en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir apporter dans le fonctionnement de la caisse et des instances qui lui sont associées, de pouvoir apporter la vision de l'entreprise, de la petite entreprise, la vision de l'économie réelle. Du concret, de la réalité du terrain, comme on dit. Oui. Concernant la route du sel, est-ce que tu as quelques chiffres clés ? Alors la route du sel, c'est une histoire effectivement ancienne. Moi, j'en suis pas du tout le créateur. Les créateurs, c'était Jean-Claude et André Rocan qui ont créé la route du sel en 1982. Ça a été très innovant comme idée et cette création innovante a été d'ailleurs reconnue en 84 ou 85 par un soleil d'or du tourisme français, donc une récompense ministérielle. Donc il y a eu très vite une visibilité significative, une reconnaissance de cette intention. Et j'arrive en 2006, d'abord de façon un peu ponctuelle, sur des interventions ponctuelles, notamment sur le guidage des grandes balades. Et puis c'est le moment où eux envisagent de se retirer. Et donc on aboutit en 2009 à un rachat de l'entreprise. Rachat qu'on a fait au départ à 3. On était 3 associés pour reprendre cette entreprise. Et d'accord. Et donc aujourd'hui, en termes de chiffres, pour avoir un ordre d'idée. Alors, la route du sel, c'est entre 12 000 et 14 000 visiteurs pratiquants par an, évidemment avec quelques variantes dans les périodes de Covid et autres périodes d'aléas divers, mais on est à peu près sur cette dimension-là. Et par contre, de parler effectivement 12 ou 14 000 personnes, certains vont venir sur une petite balade de 2 heures, mais d'autres vont participer à un bivouac quelquefois sur plusieurs jours. Donc ça représente en réalité effectivement une masse d'accueil significative. Et donc combien de personnes vous êtes ? Alors en temps normal, on peut être entre 3 et 5 en période hivernale, et puis on monte à 18 en période estivale. Si tu devais définir la raison d'être de la route du sel, qu'est-ce que c'est ? L'intention, c'est jouer pleinement notre rôle dans la vie locale. Alors il y a la part de vie économique évidemment, c'est l'économie touristique. Donc c'est comment est-ce que la route du sel prend sa part dans avoir une offre de services pour les visiteurs, comment la route du sel prend sa part dans rendre le village attractif et du coup que les hébergeurs bénéficient de cette attractivité. Et puis c'est au sein de l'association de l'île aux artisans qui depuis longtemps organise ce développement touristique et cette animation touristique sur le village, comment effectivement on fait les choses ensemble. Ce village-là, ça fonctionne parce qu'il y a toujours 3 piliers. Le pilier, c'est les projets que chacun peut avoir dans son activité, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales. Voilà, ça c'est le projet un petit peu personnel. Il y a la façon dont la collectivité, la mairie de Sallertaine, la commune de Sallertaine, se place aussi en partenaire. Pas partenaire financier, parce que c'est vraiment un des axes clés ici, c'est que la commune ne va pas beaucoup subventionner, elle va plutôt inviter les différents acteurs à se prendre en main et à trouver leur autonomie. Donc la collectivité, dans cette posture-là, va apporter un certain nombre d'aides logistiques, matérielles, organisationnelles, mais pas directement de l'argent. Et donc ça invite effectivement pour chaque projet à faire ensemble, à construire ensemble, et ça c'est une très grande force du village. C'est une vie associative et une vie de partenariat dans les activités économiques qui est tout à fait remarquable. Si on parle des activités de la route du sel, il y a à la fois un public de particuliers, tu organises des choses aussi pour des professionnels. Oui, c'est
être ouvert à tout public et avoir des propositions adaptées à tout type de public. Alors c'est effectivement, on l'imagine facilement, les individuels, les familles, les groupes constitués, les associations culturelles, environnementales, mais aussi du travail avec le monde de l'éducation, de la formation, les entreprises, une activité de tourisme d'affaires qui est très significative, avec aussi bien de l'accueil de petits temps détente au cours d'un véritable séminaire de travail ou d'action, de s'engager ensemble sur une grande aventure. On est tout à fait doté dans notre panel de propositions pour que effectivement la diversité des publics trouve son intérêt. D'accord. Et justement, quels sont ces intérêts ou si on parlait en tant que besoin, qu'est-ce que tu apportes à ces différents publics ? C'est d'abord une offre qui est un peu décalée. Ce qu'on va proposer, c'est quelque chose qui est avant tout déconnecté sur le plan numérique, mais justement pour aller se reconnecter avec les éléments simples, naturels, les réalités de la nature. En retour d'expérience des participants, oui, il y a souvent une très très grande satisfaction parce que dans la proposition, on a pu mêler effectivement ce que chacun va pouvoir vivre dans ses émotions et ses sentiments personnels au cours de la balade, mais aussi quelques apports de compréhension, des clés de lecture sur le monde dans lequel on est, sur d'où on vient, où va-t-on peut-être, et voilà, c'est mettre un petit peu à la fois d'ancrage dans l'ici et maintenant, mais aussi une vision plus linéaire sur effectivement le passé, le présent et ce qui se profile. Est-ce que tu vois une évolution justement dans les besoins ou dans les attentes par rapport à cette connexion ou cette déconnexion dont tu parlais ? Pour moi, ce qui est marquant, c'est qu'il y a une accentuation des écarts. C'est-à-dire que je l'avais déjà remarqué dans mon boulot précédent où je gérais le centre de char à voile et le pôle nautique à Notre-Dame-de-Mont, que j'ai dirigé pendant 20 ans. À partir du moment où les petits jeux électroniques genre Game Boy sont apparus, j'ai vraiment constaté chez les enfants, chez les jeunes enfants, 8-10 ans, des choses qui se perdaient dans la capacité à sauter, grimper, se repérer dans l'espace, intégrer son schéma corporel. Donc avec dans l'enseignement, dans la pédagogie à mettre en place derrière, des terrains d'expérience pour les enfants à structurer un peu différemment, laisser plus de temps pour l'acquisition parce que des choses très fondamentales qui peuvent s'acquérir vers 4, 6, 8 ans n'étaient pas forcément acquises en termes de motricité et de psychomotricité. Et en fait, ce petit écart-là qui commençait à apparaître dans les années 90, eh bien, j'ai l'impression qu'il s'est accentué. C'est-à-dire que aujourd'hui, le constat, c'est des gens qui vont être extrêmement branchés numériquement, qui vont avoir effectivement une entrée très forte là-dessus, mais qui sont sur quelquefois des difficultés de compétences dans les choses très concrètes, qui vont s'expérimenter sur un bateau, qui vont s'expérimenter en pleine nature. Donc voilà, il y a ce jeu du grand écart qui apparaît, parce qu'en même temps que je dis ça, c'est aussi aujourd'hui toute une frange de jeunes populations qui va être très sensible à l'environnement, à la préservation de l'environnement, à la biodiversité. Donc voilà, c'est un espèce d'écart qui se creuse, d'écart culturel et d'écart de compétences qui, il me semble, est en train de se creuser. D'accord. Comment tu fais pour développer cette activité de la route du sel ? Alors, le développement, d'abord, pour moi, c'est pas forcément un développement numérique. C'est-à-dire que dans l'attention que nous pouvons porter ici à la route du sel, c'est surtout de ne pas mettre trop de monde au même endroit au même moment. Le rapport avec l'environnement, avec la nature est pas forcément adapté. Le rapport aussi avec les gens qui habitent dans le Marais est pas forcément adapté si on crée des couloirs de navigation intensive. Et donc l'idée déjà est de développer non pas en renforçant uniquement sur Sallertaine et sur la pleine saison, mais d'avoir en haute saison plusieurs sites différents d'activités, ce qui permet d'ouvrir l'offre de balades, de proposer régulièrement des nouveautés, mais aussi de diffuser davantage la fréquentation et du coup d'être effectivement plus attentif à l'environnement. Donc voilà, pas forcément que de développement numérique, par contre, l'idée est de créer de la réitération, c'est-à-dire pour les gens qui ont pu venir découvrir une petite balade, d'avoir derrière une offre de balade plus construite, plus longue, qui puisse leur donner envie et de l'intérêt à revenir. Et ça, c'est effectivement un point
point relativement important. Sur le fonctionnement jusqu'alors, le bouche à oreille, la satisfaction a souvent été largement suffisant, à la fois pour assurer le fonctionnement, mais aussi pour assurer le développement. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde où on passe avec des modes de commercialisation qui sont plus agressifs, qui sont plus structurés, des forces de vente qui sont très actives, et puis on a surtout, alors on a une toute petite structure, on a en face de nous effectivement des grosses boîtes qui mettent beaucoup de moyens, qui ont beaucoup de moyens. Donc on a aussi là aujourd'hui à nous adapter à cela, à la fois en continuant à avoir des systèmes de promotion un peu décalés, en prenant le temps d'aller voir par exemple les gens qui peuvent nous recommander, les hébergeurs, les partenaires, et de mettre en place des modes de travail en commun qui permettent de se renforcer mutuellement, mais aussi certainement oui d'aller aussi sur ces méthodes un petit peu plus actives de recherche de clientèle. J'imagine que l'activité en juillet-août, c'est pas la même qu'en janvier-février. Comment ça s'organise et même en termes d'activité, est-ce que vous avez aussi des balades toute l'année ? Comment ça se passe ? Alors il y a un principe pour la route du sel, c'est effectivement d'être ouvert 7 jours sur 7 toute l'année, sauf le jour de Noël. Il y a une offre tous les jours, et cette offre, en temps normal, même l'hiver, elle trouve des gens intéressés, parce que si on va se balader à pied l'hiver, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le faire en canoë. C'est des canoës de randonnée, des canoës où on embarque et où on débarque sec. La pagaie simple du canoë, c'est une pagaie qui ne mouille pas. Il n'y a pas d'eau qui dégouline, donc ça permet vraiment d'avoir de l'activité en permanence. Ça, c'est pour la partie purement touristique. On a été amené en 2016 à créer une association qui fonctionne en parallèle de la route du sel. Et là, on a défini les compétences de cette association, Canoë-Kayak Salertaine et de la route du sel. L'association accueillant l'ensemble des activités enfance-jeunesse, que ce soit les scolaires, l'animation enfance-jeunesse, mais aussi toutes les activités liées à la santé, liées à l'inclusion. On est en relation avec plusieurs associations d'accueil et d'accompagnement social. Les activités liées au handicap, lorsqu'on travaille avec des institutions, donc avec des groupes constitués. Et puis, bien sûr, un club avec des enfants et des adultes qui pratiquent régulièrement. Donc, cette activité associative a son autonomie financière, et on a basculé sur l'entreprise, on a laissé sur l'entreprise toutes les activités de nature purement touristique, les individuels, les groupes constitués adultes et le tourisme d'affaires. Est-ce que tu aurais un conseil sur le plan de développement d'activité, un conseil à donner à tout entrepreneur Alors, il me semble qu'aujourd'hui, on peut difficilement omettre l'attention à porter sur l'environnement, sur la durabilité, sur la biodiversité. Quand certains disent vraiment il y a le feu au lac, oui, il y a vraiment le feu au lac aujourd'hui. Les signaux sont multiples. L'expérience du Covid a été intéressante, parce qu'il y a effectivement eu un temps d'arrêt, et tout d'un coup, des discours, des paroles et des changements de comportement qui ont été effectifs vers acheter local, faire travailler un peu la proximité, etc. Mais ça s'est tout de suite écroulé. Je pense qu'on est aussi un peu enfermé dans un schéma mental qui est forcément, si c'est bon pour l'environnement, ça va pas être bon pour l'entreprise, alors que c'est pas corrélé. Alors ça peut aller ensemble. Ce qui est quelquefois gênant, c'est... Alors la France est très forte là-dessus, c'est la tendance à la suradministration, à la surréglementation. Et la grande question aujourd'hui, c'est effectivement comment on travaille davantage à l'évolution des fonctionnements et de ce que les gens mettent en œuvre par de l'information et de l'éducation positive, plutôt que de la réglementation qui souvent est absolument restreignante, et au-delà de ça, souvent ne s'adapte absolument pas aux évolutions réelles du terrain. On le voit dans certains éléments de protection environnementale, biodiversité. À un moment, on veut caler des grosses règles très contraignantes, et on se dit c'est comme ça que ça va marcher. Et on ne réadapte pas au fur et à mesure que les choses bougent. La règle qui va être adaptée pour une région à un moment donné n'est peut-être pas adaptée à une autre région au même moment. Elle sera peut-être plus tard, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on met un petit peu de souplesse là-dedans, avec moins de réglementation et plus de réflexion collective.
te propose qu'on parle plus de la partie humaine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement l'équipe elle est organisée? Quels sont les rôles de chacun? En fait, on va trouver trois grandes fonctions dans l'équipe, en sachant que comme c'est une petite boîte, tout le monde peut être amené à toucher à beaucoup de choses. Il y a une fonction plutôt back-office et accueil physique, donc qui évidemment va renseigner sur les activités de l'entreprise, sur les activités de l'association, mais aussi sur ce qu'offre l'environnement touristique. Donc ça demande une compétence et une vision un petit peu large. Ça demande à sortir un petit peu du bureau et de mettre son nez dehors. Et donc ça, c'est une fonction effectivement importante. Donc l'accueil est ouvert 7 jours sur 7. Donc ces fonctions-là, c'est effectivement toute la partie accueil-renseignement, la partie réservation. On essaye aujourd'hui d'amener les visiteurs à anticiper leur réservation et à le faire autant que possible directement par Internet, ce qui assure un gain de temps accueil et une rapidité du coup de prise en charge et d'accueil des visiteurs quand ils arrivent sur site. La deuxième fonction va être celle des guides-à-terre et des logisticiens. La majeure partie des balades qu'on propose est entièrement guidées, et c'est vraiment une intention, c'est-à-dire que le constat au fil du temps, c'est que les gens qui partent tout seuls, qui arrivent, qui disent je veux louer un canoë, quand on analyse leur niveau de satisfaction, il est très inférieur à ceux qui vont sur une balade entièrement guidée. Balade entièrement guidée, on est à 99,5% de satisfaits ou très satisfaits, alors que quand on est avec des gens qui sont en autonomie, on tombe en dessous de 90% de satisfaits ou très satisfaits. Ça veut dire que la médiation humaine, elle a réellement du sens, et elle a d'autant plus de sens que quand on s'enfonce en milieu naturel, les choses à voir ne sont pas toujours aussi évidentes que ça. Et puis c'est aussi le fait, lorsqu'on est accompagné, d'avoir les conseils techniques qui permettent de se détacher des aspects contraignants de la navigation pour pouvoir se centrer un peu plus sur l'environnement. Donc il y a une équipe qui est dédiée à ça et qui est dédiée à tout l'aspect gestion logistique, le retour, le nettoyage du matériel, il y a plein de choses qui se jouent autour de tout ça. Et puis une équipe de guides qui accompagnent sur l'eau, qui accompagnent à vélo, qui accompagnent à terre également, et donc là avec des diplômes d'animateurs sportifs pour pouvoir répondre aux obligations réglementaires. Comment tu définirais la culture de l'entreprise, la route du sel? Ce que j'aime toujours dire aux collaborateurs de l'entreprise lorsqu'on fait un accueil, c'est intéressez-vous à qui est en face de vous. Intéressez-vous à la personne avec qui vous êtes. Comprenez ce qu'elle recherche, ce dont elle a besoin, quels sont ses centres d'intérêt et positionnez-vous pour répondre effectivement à tout ça. Donc ça, c'est effectivement un élément clé, c'est avoir vraiment de l'attention envers l'autre et de pouvoir proposer un lien adapté, une mise en relation adaptée entre la démarche de la route du sel, l'environnement dans lequel nous sommes, et puis cette intention qui porte sur l'éducation à l'environnement, sur les apports un peu historiques et de mettre du sens dans la balade. On vient pas seulement pagayer, on vient faire quelque chose au travers de ce déplacement. Oui. Donc j'imagine c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en interne, c'est-à-dire sur le comportement avec les collaborateurs ou les collaborateurs entre eux. Alors c'est vrai que dans les bilans de saison qui sont souvent faits par l'équipe, c'est ce ressenti de l'équipe et de la capacité à s'entraider et à faire les choses ensemble. Donc ça j'en suis heureux parce que j'ai pas l'impression d'être très moteur là-dedans. Et je constate que ça fonctionne. C'est vrai que le mode de management est un mode de management qui est plutôt horizontal, qui favorise plutôt l'horizontalité. Les visiteurs sont contents et l'équipe en elle-même est plutôt contente aussi. Donc j'ai envie de dire le niveau de satisfaction globale est quand même assez élevé. Ouais. Et du coup, c'est parce que chacun se sent suffisamment responsable en fait de son activité, de son groupe, pour prendre les décisions qu'il a à prendre. Ouais, tant que les valeurs en fait de l'entreprise sont bien incarnées en fait. C'est ça. En fait, la tendance c'est vraiment là. Alors
effectivement, ça fonctionne peut-être pas dans 100% des cas ou avec 100% des collaborateurs, mais voilà, ça permet on peut ensuite recadrer et puis faire évoluer les fonctionnements ou les comportements. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sensible au niveau du recrutement, justement Alors, c'est vrai que dans le recrutement, alors que je partage beaucoup avec Amélie, hein, qui est numéro 2 ici, dans le recrutement, beaucoup de choses se font par le feeling, avant de se faire uniquement sur la technicité. Et voilà, sur ce plan-là, on est effectivement assez proche. Alors évidemment, il y a des incontournables en termes de technicité professionnelle, mais avec aussi beaucoup de confiance laissée dans la capacité à évoluer et à progresser et à intégrer en fait les valeurs nécessaires. Ouais. D'accord. J'imagine qu'il y a aussi des périodes hivernales où il pleut, où il fait plus sombre, où le jour tombe vite. C'est pas tous les jours idylliques. C'est quoi les difficultés auxquelles tu peux être confronté ici? Alors les difficultés hivernales, alors, cet hiver on a vraiment vécu les choses d'une façon marquée, mais comme un peu partout en France, effectivement le phénomène des pluies incessantes, de l'absence d'un moment de véritable séchage dans le marais, dans le milieu, ça a été problématique. On est dans une situation économique difficile. On a passé un très mauvais hiver sur ce plan-là, hein, depuis les vacances d'automne, hein, qui elles-mêmes ont été un fiasco. Donc voilà, on est dans des réalités naturelles. Donc la première chose est vraiment d'en être conscient et de se mettre dans une posture d'adaptation, plutôt que dans une posture rétive ou de colère, parce que ça, on n'y peut rien. C'est-à-dire que je crois que là, il y a quelque chose d'assez fondamental à positionner en termes d'éducation globale. C'est aujourd'hui de voir comment, dans notre société, finalement, il y a une non-acceptation des réalités naturelles et la volonté de vouloir tout contrôler. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. On a besoin d'être justement capable de s'adapter à la surprise, à ce qu'on ne souhaite pas, à ce qu'on n'attend pas. Et plus on se met en posture d'adaptabilité, plus on va être prêt finalement à être heureux un peu dans tous les cas. Peut-être que oui, il va pleuvoir pendant la balade de canoë. Alors c'est quoi la bonne solution? La bonne solution, c'est peut-être d'avoir juste les bons vêtements. Et si on a la surprise qu'il fasse beau, c'est plus facile d'enlever les vêtements chauds et de se mettre plus à l'aise que de ne rien avoir prévu et finalement de se dépiter. Qu'est-ce que moi je peux contrôler et qu'est-ce que je peux pas contrôler finalement? C'est exactement ça. Et ça, c'est effectivement très global. Et si je refais le lien un peu avec la prévention de santé et la santé, c'est pour moi ce qui est vraiment une clé majeure aujourd'hui, c'est cette notion de une santé. C'est-à-dire qu'on va vers un monde ou vers une perception du monde où il devient essentiel de ne plus faire de séparation entre la santé environnementale et notre santé humaine. C'est-à-dire que le lien, il est immédiat ou quasi immédiat, il est direct. Et la santé environnementale, c'est bien sûr prendre soin de notre environnement proche. Aujourd'hui, sur le bassin versant sur lequel on circule, nous n'avons plus que 2% de la masse d'eau douce qui est en qualité correcte. C'est-à-dire que le reste est dégradé ou très dégradé. Quand on prend conscience de ça, mais ok, qu'est-ce que je peux faire à chaque instant pour effectivement, dans mes gestes du quotidien, ne pas contribuer à aggraver cette situation? Donc là, ça se regarde à tous les niveaux. Ça se regarde évidemment au niveau du mode d'exploitation agricole, mais ça se regarde au niveau de la façon dont on circule. Qu'est-ce qu'on fait des huiles de notre voiture? Est-ce que ça s'en va dans la terre? Est-ce qu'on a d'ailleurs besoin de continuer à circuler autant? Et puis, comment ça se passe chez nous? L'assainissement de notre maison, c'est un assainissement autonome. Il est en bon état, il est conforme. Qu'est-ce qu'il rejette dans la nature? Et puis même quand on est en assainissement collectif, qu'est-ce que j'utilise comme lessive? Des lessives industrielles qui vont générer de l'AMPA en passant dans la station d'épuration. L'AMPA, c'est ce métabolite du glyphosate où on se rend compte, en utilisant des lessives industrielles, on génère une molécule qui est une transformation du glyphosate. Voilà. C'est toutes ces choses-là dont on a vraiment besoin de prendre conscience. Et en prendre conscience, ça veut dire placer les bonnes informations
et peut-être parler un petit peu moins des chiens écrasés et d'aller vers un petit peu plus d'informations éducatives. Toi, à quelles difficultés tu vas être confronté au quotidien d'un point de vue écologique ou environnemental? Je vois la dégradation des milieux. Sur certains plans, floristiques notamment, elle est évidente. Avec la disparition de nombreuses berges de roseaux, la dégradation des rives, la dégradation de la qualité de l'eau, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont observables. Et la question, c'est comment, dans le fonctionnement au quotidien, on fait attention à ne pas aggraver d'aucune façon ces dégradations-là. Ça peut passer par des petites choses et ça peut passer par simplement un petit peu d'attention. Un exemple, l'année dernière, on avait imaginé avec la ville de Bois-de-Saulnay installer un ponton pour avoir un point d'embarquement pour une nouvelle série de balades. Et on fait un repérage en plein hiver. Et puis quand on arrive au printemps pour installer le ponton, finalement, non. Il y a des roseaux, des massettes qui sont mises là, les massettes qui ont quasiment disparu du marais. Donc, non, évidemment, on ne va pas l'installer là. On a même renoncé à l'installer provisoirement pour attendre d'avoir une meilleure perspective. Mais c'est à un moment donné, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est là ? Quelle valeur ça a par rapport à ce que je connais du marais et comment je prends soin de tout ça. Aujourd'hui, toute la zone du marais ici est sous régime Natura 2000. Et Natura 2000 a ceci d'intéressant, c'est que il s'agit moins de contraindre que de négocier pour associer les activités humaines et les besoins en fait environnementaux et de biodiversité. L'exploitation agricole, l'exploitation touristique, le monde de la chasse, le monde de la pêche, des propriétaires qui veulent être chez eux et tranquilles, et les collectivités. Et en fait, ce dialogue se nourrit et ce dialogue permet effectivement de progresser vers la cogestion en fait des milieux. Et donc on a vraiment intérêt aujourd'hui à renforcer tout ça. Et je pense que ce qu'on peut voir en difficulté, ce serait toutes les personnes ou tous les acteurs qui ne voudraient pas entrer dans cette nécessaire négociation et dans cette nécessaire adaptation des pratiques. Peut-être aujourd'hui, dans un milieu comme celui dans lequel nous sommes, les pratiques d'agriculture intensive, évidemment, ne sont pas adaptées, et donc il faut en revenir à d'autres modes. Et c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble pour faire évoluer les prises de conscience, faire évoluer les modes de pratique, qui passent toujours par des choix individuels aussi. Je voulais aussi parler un petit peu de ce que tu fais à la CPAM concrètement. Donc tu disais tout à l'heure, oui. Ça permet de faire rentrer le concret de l'entreprise dans ces instances-là. Est-ce que tu as des exemples concrets de ce que ça peut apporter, de ton travail, de ton rôle en fait, dans ces cas-là ? Alors peut-être d'évoquer un peu ce qui a pu se passer dans des échanges avec les taxis, les organisations les syndicats de taxis, de chauffeurs de taxi, et les syndicats de transporteurs sanitaires, les ambulanciers. Ce sont des métiers qui, évidemment, alors, plus pour les ambulanciers évidemment, et les taxis aussi, profitent dans le fonctionnement de leur entreprise de tous les transports de type sanitaire qu'ils ont à faire, de patients entre un domicile et un lieu de soins par exemple. Et évidemment, il y a toute une économie qui est liée à ça. Cette économie, elle a un coût majeur, c'est une dizaine de milliards par an pour l'assurance maladie, donc c'est des montants très importants, et il est toujours important de savoir d'où vient cet argent, parce que l'argent ne tombe pas du ciel, en tout cas pas à ma connaissance, et donc l'argent il provient en grande partie des contributions des entreprises, c'est-à-dire de l'économie, du monde de l'économie réelle, de l'économie qui va payer des impôts et qui paye des taxes. Donc on va distinguer encore dans l'économie, l'économie sociale et solidaire, qui va contribuer à des charges sociales mais qui va payer très peu d'impôts, et puis les entreprises du secteur industriel et commercial ou agricole qui vont effectivement payer davantage d'impôts. Et de prendre conscience qu'à un moment donné, la dépense qui va être faite au service d'un patient, au service d'un assuré social, cette dépense-là, il va bien falloir la couvrir par une ressource.
Et il y a vraiment besoin aujourd'hui de clarifier ça. Donc il y a deux réponses à ça. Il y a une première réponse qui est renforcer d'une façon majeure les actions de prévention. Et là, on démarre très tôt, on démarre dans l'éducatif de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte, des grands adultes qui sont censés éduquer les plus jeunes, et puis des seniors qui, quelquefois, ont traversé les 30 glorieuses et aujourd'hui continuent de fonctionner d'une façon qui ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Il y a eu un monde de grande facilité qui était en fait un monde à crédit, et ce monde à crédit, aujourd'hui, il faut revenir avec les pieds sur terre, revenir avec de la gestion basique. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a, sauf quand on a un prêt pendant un temps, mais il va falloir le rembourser. Et dans les relations justement avec les transporteurs, parce que finalement je n'ai pas répondu complètement à la question, les premières commissions que j'ai vécues ont été souvent des commissions assez tendues, du côté des organisations professionnelles, des revendications fortes, mais avec finalement assez peu de latitude à discuter de façon constructive, et à différentes occasions de pouvoir apporter le point de vue justement de l'entrepreneur qui voit les dizaines de milliers d'euros de contributions qui sont payées chaque année pour le système social et le système de santé. C'est aussi une façon de pouvoir parler d'entrepreneur à entrepreneur et de dire, mais voilà, il y a un moment où on ne va pas pouvoir continuer à payer plus parce qu'on menace l'équilibre même des entreprises. Donc il faut avancer ensemble, il faut construire ensemble. Et d'arriver à partager un peu ces points de vue, ça a aussi, je pense, contribué à vraiment ouvrir du dialogue constructif, du dialogue où les points de vue se partagent. De la même façon que on avait eu avec des ambulanciers qui partageaient la réalité de leur vie professionnelle, avec des vraies contraintes qu'on n'imagine pas forcément, comment est-ce qu'on pourrait partager un vie-à-vie, et comment est-ce que peut-être on peut monter dans une ambulance à un moment donné toute une journée pour voir un peu ce qui se passe et comment ça se passe vraiment, et pouvoir aller à partir d'éléments concrets discuter sur des choses réellement pratiques et opérationnelles. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin et à exercer ton activité ? Chaque matin, le jour se lève. Alors quand tout va bien, je me réveille avant le lever du jour ou avec le lever du jour, et je crois que le cœur de l'envie, il est effectivement d'aller vivre ces expériences avec les visiteurs qui vont venir nous voir. Aujourd'hui, c'est vrai que le temps que je passe sur l'eau, le temps que je passe en guidage, en accompagnement, il s'est un peu réduit par rapport aux autres fonctions de gestion d'entreprise, mais ça reste quand même significatif. C'est-à-dire que je suis rarement une semaine sans aller sur l'eau. Donc ça voilà, là il y a quelque chose d'un peu fondamental qui me porte, qui continue de me porter chaque jour. D'accord. Est-ce que tu as une organisation précise pour gérer ton emploi du temps, ou est-ce que chaque jour ça change ? La gestion de l'emploi du temps, alors ça c'est vraiment la grande histoire. Mon emploi du temps personnel, c'est un emploi du temps qui va être extrêmement mobile. Alors évidemment, il y a des choses qui sont cadrées, il y a des réunions, il y a des impératifs, mais il y a aussi beaucoup d'adaptations à toutes les variables et tous les imprévus qui peuvent se présenter. Et ça porte quand même beaucoup de contraintes et de réalités dans ma vie de tous les jours, entre ce que j'imagine, ce que je prévois et ce qui va se passer réellement. Ouais. Comment tu sais quand il est temps de faire une pause et de te ressourcer ou de prendre soin de toi ? Est-ce que tu as des indicateurs qui font « Ah, tiens, là, je pense que j'en fais trop, il faut que je prenne un peu de recul ». Alors il y a des indicateurs que je connais, hein, quand la colère monte et que quelquefois je l'exprime, voilà, il y a un indicateur, mais c'est pas forcément le moment de faire une grande pause. J'ai une ressource, c'est de pouvoir méditer quelques instants. Et donc ça, c'est une vraie ressource qui quelquefois me permet vraiment de repartir d'un bon pied là où les choses ont pu se complexifier et devenir un peu difficiles sur le plan de l'émotion. Et donc ça, c'est un vrai cadeau. Et j'ai surtout conscience d'un vrai cadeau dans ma vie, c'est que d'avoir
vraiment des activités très diversifiées entre les différentes facettes du métier même de gestion de la route du sel et ce que je peux avoir comme autre engagement, notamment autour de l'assurance maladie, autour de la santé et de l'autonomie ou de l'environnement. Tout ça, ça constitue des récréations d'une activité par rapport à une autre. Donc pour moi, la reconstruction, elle n'est pas de réduire l'activité ou de dire je prends des temps de pause et des vacances. La reconstruction, elle est plutôt de prendre conscience que de passer à une autre activité, ça constitue déjà des vacances par rapport à l'autre. Ouais. Et ça, c'est un cadeau. Est-ce que tu as des personnes dans ton entourage avec qui tu peux partager tes problèmes, tes colères et qui peuvent avoir une écoute qui fait du bien ? Ou est-ce que tu gardes au contraire un peu tout pour toi ? Alors, non, j'ai tendance à dire quand même un certain nombre de choses. Donc, quelquequefois, mon entourage professionnel peut m'entendre directement. Voilà, avec ma compagne, nous partageons beaucoup de nos réalités professionnelles réciproques. Voilà, donc ça, là, oui, il y a un temps d'échange et de partage, et puis il peut aussi y avoir des temps de partage avec d'autres entrepreneurs, et ça, voilà, au sein de la CPME, c'est des temps que nous pouvons partager. L'isolement du chef d'entreprise, du manager, il peut se trouver quelques ressources, justement, quand on se retrouve entre entrepreneurs. Ouais. Est-ce que tu sais quelles qualités on te donne ? C'est-à-dire que quand les autres parlent de toi, est-ce qu'il y a des qualités qui ressortent régulièrement ? Dans ce qui m'est renvoyé, c'est l'accueil. Ça, c'est des gens. Voilà, c'est souvent quelque chose de très positif. L'accueil, l'attention, l'accompagnement. Ça, c'est des choses qui ressortent effectivement souvent, et aussi les gens peuvent m'exprimer souvent, oui, la satisfaction du contenu même des balades, c'est-à-dire de ce que ça peut constituer en termes à la fois de découverte et à la fois de bonnes surprises. Il y a quelque chose c'est toujours comment, entre ce qui est présenté des balades de la route du sel, les gens se font une représentation, et en réalité, dans le concret, il y a souvent plein de bonnes surprises qui viennent s'y ajouter. Quel personnage ou quelle personne tu trouves inspirant ? Ça peut être une personne imaginaire, ça peut être un modèle que tu as eu. Voilà. Alors il y en a vraiment beaucoup qui m'ont inspiré à différents moments de ma vie. À l'époque où je faisais du char à voile, un de mes mentors, Bertrand Lambert, qui était multi-champion du monde de char à voile, avait une expression que j'ai fait mienne pendant tout un temps, qui était: il n'y a pas de honte à être petit, il y a de la honte à pas chercher à progresser. Voilà. Donc ça, j'en ai pris une part qui m'a bien intéressé, ou qui a eu du sens, qui a eu de la force pendant tout le temps de ma vie. Voilà, je pense qu'il faut trouver des limites aussi à cette expression-là, ou à cette prise de conscience-là, mais il y a quand même quelque chose à entendre dans, effectivement, l'enjeu n'est pas de faire des grandes choses. D'ailleurs, la route du sel, ça reste une petite structure, et je ne suis pas sûr d'avoir du tout la compétence pour développer, imaginer une grande structure, mais cette petite structure, l'idée, c'est qu'elle fasse du mieux qu'elle peut là où elle est et dans son champ d'action. La dernière question, c'était: as-tu une citation qui t'inspire ? Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que tu en as une autre ? Alors, il y a une autre qui m'a beaucoup touché. Alors ça, j'étais jeune apprenti charpentier de navire, et un de mes rêves, c'était de m'offrir un bateau et de pouvoir aménager le bateau pour pouvoir vivre à bord. Et j'avais trouvé une quasi-épave qui était sur le port de Croix-de-Vie, à côté d'un vivier qui a aujourd'hui disparu. Et le vendeur me dit à un moment donné, où on approche de la conclusion de l'achat, rien n'était signé, mais il me dit: bon, tu le prends, la parole vaut l'homme. Et la parole vaut l'homme. Là, je crois que on a en Vendée quelque chose d'absolument majeur. Moi, en arrivant de Moselle, il y a plein de valeurs qui sont très proches entre celles que j'ai pu connaître dans mon enfance, dans cette Lorraine mosellane, autour du sens du travail, du sens de l'entraide. Mais là aussi, en Vendée, la parole donnée. Et aujourd'hui, s'il y a vraiment quelque chose à promouvoir sur ce territoire, et à
à promouvoir notamment auprès des nouveaux arrivants, c'est que quand on arrive en Vendée, on n'arrive pas pour prendre quelque chose ou pour que trouver quelque chose. La question, elle est bien, qu'est-ce qu'on va apporter ? Qu'est-ce qu'on se prépare à apporter ? Et comment est-ce qu'on pose par sa parole, comment est-ce qu'on pose les choses avec les autres sur le territoire ? Merci beaucoup, Luc. Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver la route du sel ? La route du sel se retrouve en physique au 49 rue de Verdun à Sallertaine. Ça, c'est tous les jours, toute l'année ou presque, avec un numéro de téléphone qui est le 02 51 93 03 40. Mais la route du sel, c'est aussi la gestion du petit camping de Saint-Urbain, un petit camping 1 étoile qui est ouvert d'avril à septembre. La route du sel, c'est aussi à Machecoul, au camping de la Rabine, pendant les 2 mois d'été. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous invite à retrouver Luc et la route du sel à Sallertaine ou en ligne. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. En attendant la prochaine émerveilleuse ou le prochain émerveilleur, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci encore et amusez-vous bien.